IGEM est l'acronyme pour International Genetically Engineered Machine. Et ça fait une compétition qui est née à Boston, l'MIT de Boston, et a été développée les dernières 15-20 ans. Et c'est une compétition de biologie synthétique, mais c'est plutôt transdisciplinaire, je dis. Donc actuellement, on a à peu près 350 équipes dans le monde qui participent à IGEM et une dizaine en France. Donc un petit peu d'histoire, donc je vais être très rapide, on n'a pas beaucoup de temps, mais IGEM est né en 2003 à peu près avec un projet d'étudiants, indépendant d'étudiants. Elle devait créer une souche des bactéries bioluminescentes qui pouvaient clignoter. Après, ces types de projets-là ont eu beaucoup d'intérêt. Ils ont créé une compétition pendant l'été 2004, donc avec une trentaine de participants. Et après, donc ça a augmenté, ça a pris pied en 2015, etc., jusqu'à arriver à l'an dernier, au Giant Jamboree. C'est la grosse conférence où on a les remises des prix et la défense des projets. On avait à peu près 6000 participants et à peu près 300 équipes. Et là, en vert, vous pouvez voir, c'est l'équipe montpelliéraine de l'an dernier qui a participé au concours. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant IGEM? On commence à peu près maintenant. Donc, maintenant, on a la formation des équipes. Après la formation des équipes et la recherche d'un projet qui peut satisfaire tout le monde, donc on doit effectivement développer les projets. Et ça lieu en été. En été, on travaille dans un labo. À Montpellier, on travaille surtout au CBS. Et à la fin, on doit bien produire des données, les rassembler, les interpréter. Et bon, ça c'est le moment où tout le monde panique parce qu'on se rend compte que les choses qu'on a apprises ne marchent pas tout de suite. Et bon, à la fin, on arrive toujours à faire quelque chose avec ces 3 mois de projet et on doit présenter notre projet à Boston, au Giant Jamboree, à cette grosse conférence où on doit défendre les projets et on va être jugé par des comités. Donc, on a déjà la date pour le Giant Jamboree, pour la conférence, c'est à fin octobre, début novembre 2020. Mais qu'est-ce qui se passe à Montpellier? Donc, à Montpellier, IGEM, c'est une chose plutôt récente. Donc, on a commencé il y a 2 ans, 2018. On s'est dit, bon, on va essayer de créer une équipe. On a recruté à peu près une dizaine d'étudiants. Et en fait, ces étudiants-là, ils ont une très bonne idée, je pense. Ils ont essayé, ils ont pensé de développer une souche de bactéries qui pouvait produire des spermicides pour créer un anticonceptionnel qui n'était pas hormonal. Donc, ce projet-là s'appelait Vagineering. Il a eu beaucoup de succès et ils ont gagné un prix spécial pour le public engagement, pour la divulgation. Donc, on a décidé de continuer l'an dernier, 2019. On a recruté notre équipe et ils ont créé un projet qui s'appelait Karma. Et ils ont développé un outil moléculaire pour dégrader les protéines de manière spécifique et efficace. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais plutôt je voudrais vous intéresser, dire pourquoi vous pouvez être concerné. Moi aussi, je suis un physicien d'origine, mais je m'intéresse plutôt à ces parties-là, mathématiques, informatique et physique. En fait, la biologie synthétique, je pense, c'est une discipline, c'est un domaine transdisciplinaire qui va toucher beaucoup de domaines. Et par exemple, pour le projet Vagineering, on a dû développer, les étudiants ont dû développer un système pour traquer les spermatozoïdes, pour voir si les manip sont efficaces ou pas. Et ils ont dû aussi travailler au niveau bioinformatique, parce qu'on travaillait avec une bestiole qui n'était pas trop connue, Lactobacillus jeanseni. Et donc, ils ont dû identifier des promoteurs et penser les manip pour les muter, les rendre plus efficaces. Donc, maintenant, c'est à vous, donc à la nouvelle équipe. Donc, si vous êtes intéressé, on est en train de recruter maintenant. Et donc, vous pouvez me contacter directement ou les autres coordinateurs. Donc là, vous pouvez voir mon adresse email. Autrement, encore plus facile, vous pouvez scanner ça. Et ça va vous amener au formulaire d'inscription des candidatures. Et si vous avez d'autres questions, bon, n'hésitez pas à nous écrire. Donc, merci. Pour continuer, nous avons maintenant l'honneur d'accueillir Monsieur Nicolas Larchio du laboratoire de biométrie et de biologie évolutive qui va nous parler des inférences bayésiennes
et des modélisations probabilistes en phylogénétique et en macroévolution. Peut-être prendre le micro à la main, ça sera plus facile. Ok, donc merci beaucoup pour cette invitation. Moi je vais vous parler surtout donc de phylogénie. Donc c'est peut-être un petit peu moins proche du genre de génomique ou de multiomique que vous avez que vous faites peut-être, ou en tout cas dont vous avez entendu parler jusqu'à présent. Et puis ça analyse en pratique des jeux de données qui sont peut-être pas forcément aussi gros que ceux dont on a parlé jusqu'à présent, et en prenant un tout petit peu plus de temps, comme je vais vous le montrer. Voilà. Mais néanmoins, derrière tout ça, il y a tout un aspect modélisation. Donc modélisation de processus évolutifs, mais après tout modélisation plus généralement et inférence bayésienne, sur lequel je voulais aussi un petit peu m'attarder dans mon tour. Alors voilà, en guise d'introduction, là je vous montre le résultat d'une étude qui a été faite il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, publiée. Le premier auteur d'ailleurs c'est quelqu'un qui travaillait à l'ISEM juste après ce travail-là, en postdoc. Ça c'est son travail de thèse à Paris, Paul Simion, avec toute une autre équipe de collaborateurs qui ont fait une analyse transcriptomique de la phylogénie des métazoaires. Alors en fait, la phylogénie vraiment profonde des métazoaires, en se focalisant plus particulièrement sur l'origine, vraiment l'émergence des différents grands groupes. Je vous avoue, je vois pas bien le pointeur, je suis daltonien moi-même. Donc nous, on est ici dans les bilateria. Ici, il y a tous les cnidaires, donc méduses, corail. Et la vraie question, c'était l'ordre d'émergence entre les porifères, donc les éponges, et les cténophores. Les groseilles de mer, gooseberries. Donc cet article nous montre en fait une phylogénie assez traditionnelle. Donc les éponges sortant comme le premier groupe animal, groupe frère de tous les autres animaux. Donc les éponges sont un plan d'organisation relativement simple par rapport aux autres animaux, et en particulier n'ont pas de système nerveux ou n'ont pas de cellules nerveuses. Les cténophores en ont, et évidemment nous aussi, et les cnidaires. Voilà, donc ça c'est une analyse qui a été faite à partir d'un jeu de données donc de transcriptomique à travers toutes ces espèces. Et après toute une série de filtres assez stringents, on se retrouve à analyser quelque chose comme 1 millier ou 2 milliers de gènes pour un total de 400 000 positions alignées, donc des positions codantes, positions acides aminés, qui sont analysées avec un modèle que je vais détailler un peu plus tard. Alors en fait, cette phylogénie, elle a été l'objet d'une controverse au cours des, on va dire, 5 à 7 dernières années, suite à la publication d'une série d'articles qui proposaient qu'en réalité, et de façon assez surprenante, et ça a pu contribuer en fait au bruit qu'ont fait ces analyses à l'époque, qui ont en fait trouvé que les cténophores auraient été le premier groupe animal à émerger d'un côté, avant les éponges, les cnidaires et les bilateriens. Ce qui du coup implique des choses assez fondamentales sur l'évolution des plans d'organisation, et en particulier la possibilité qu'il y ait une évolution indépendante des cellules nerveuses, ou en tout cas une perte secondaire chez les éponges. Alors, donc voilà, il y a une opposition finalement entre 2 topologies alternatives, et il y a eu beaucoup de débats, voire de disputes au sein de la communauté autour de ça. Et alors en fait, une partie des différences qu'on voit ici, elles sont dues pas tant aux données, encore qu'il peut y avoir des questions aussi sur la qualité des alignements. Ça c'est quelque chose qui pose souvent problème en bioinformatique, et surtout en phylogénie, le côté garbage in, garbage out. Si vous avez des données qui sont contaminées ou qui sont mal alignées, vous pouvez avoir des résultats qui sont problématiques en bout de course. Mais plus fondamentalement ici, il y a des problèmes aussi sur les modèles et les méthodes phylogénétiques qui sont utilisées pour reconstruire. Et en particulier, les méthodes qui... la différence essentielle, en fait, elle tient au fait de prendre ou pas en compte le fait que différentes positions protéiques n'évoluent pas forcément de la même manière, et en particulier n'ont pas la même probabilité d'accepter les mêmes acides aminés, pour des raisons de spécificité biochimique. Et donc en gros, ce que vous avez ici, c'est à droite, à gauche, vous avez donc la phylogénie qu'on obtient lorsqu'on prend en compte les positions, les spécificités positionnelles, avec en particulier un programme que donc j'ai développé avec certains collaborateurs, et qui est donc un modèle assez lourd, assez complexe, qui prend beaucoup de temps de calcul. Et à droite, ce que vous avez, c'est la phylogénie qu'on obtient quand on utilise des logiciels
qui font des hypothèses un peu plus simples, en particulier qui présupposent que toutes les positions évoluent de la même manière et qui ont l'avantage de tourner beaucoup plus rapidement. Mais au bout du compte, voilà. La question, c'est est-ce qu'on veut vraiment connaître la vérité et qu'est-ce qu'on est prêt à y mettre pour obtenir effectivement des résultats qui sont fiables. Voilà, alors donc ça c'est un petit peu le contexte avec lequel je voulais vous parler un petit peu de tous ces développements de modèles et vers quoi ça va maintenant, au-delà d'ailleurs de la reconstruction phylogénétique. Donc je vais essayer d'abord de vous donner une petite introduction. Je me suis dit que dans un contexte aussi de master, ça peut être intéressant de faire un rappel aussi sur l'ensemble du contexte de méthodologie qu'on utilise pour faire ça, donc la phylogénie bayésienne et plus généralement l'inférence bayésienne. Vous montrer un petit peu plus en détail les arguments voilà, qu'il peut y avoir en faveur des modèles qui prennent en compte les spécificités positionnelles d'acides aminés, et vous montrer un petit peu les analyses qu'on fait avec ça. Et enfin, vous montrer quelques perspectives sur des analyses à l'échelle des génomes, alors qui utilisent toujours le même genre de modélisation, mais cette fois-ci plus pour se poser des questions de détecter la sélection positive à travers les gènes. Donc, pas vraiment reconstruire la phylogénie, mais utiliser des alignements multiples et derrière prendre en compte la phylogénie, mais pour mieux comprendre les régimes sélectifs et les régimes adaptatifs sur les protéines. Alors, l'inférence bayésienne en phylogénie, donc pour commencer, on va vouloir se construire un modèle probabiliste. Donc vraiment, on revient toujours au processus. On modélise pas directement les données, on modélise plutôt les processus évolutifs. Donc en pratique, on peut faire par exemple l'hypothèse qu'on a une séquence qui évolue au cours du temps, et chacune des positions peut subir des mutations ou des substitutions ponctuelles. Alors dans les modèles les plus simples, on fait l'hypothèse que tous les sites évoluent indépendamment et suivant un processus homogène. Par exemple, un modèle très simple qui a un seul paramètre, c'est de considérer que les transitions entre C et T et entre G et A sont plus fréquentes que les transversions. Donc on a un seul paramètre qui définit simplement le taux relatif de transition-transversion. Donc ça, c'est quand on travaille au niveau nucléotidique. Après, on peut aussi regarder directement des séquences en acides aminés, s'affranchir des substitutions synonymes qui sont éventuellement peut-être trop nombreuses et trop saturées. Auquel cas, on a affaire à des matrices. Alors, on utilise des modèles de substitution entre les 20 acides aminés. On utilise des matrices un peu plus compliquées, que vous voyez ici, qui définissent en fait les taux relatifs d'échange entre différents acides aminés. Donc, la taille des bulles bleues, là, représente les vitesses relatives d'évolution. Et en particulier, on voit, par exemple, une grosse bulle bleue entre D et E, qui sont tous les deux des acides aminés chargés négativement. Donc voilà, on a des taux préférentiels entre acides aminés biochimiquement équivalents. Et donc, ces matrices, souvent, sont estimées de façon empirique. Parfois, on peut réestimer la matrice elle-même sur le jeu de données. Voilà, donc une fois qu'on a défini ce modèle nous donne finalement, on peut l'imaginer comme un simulateur qui, si on lui donne en entrée une phylogénie, peut nous simuler un alignement multiple. Et donc du coup, on peut formaliser comme ça la probabilité des données, sachant les paramètres de notre modèle. Et si on combine ça avec une prior et qu'on utilise le théorème de Bayes, on a donc une probabilité a posteriori sur l'ensemble des paramètres du modèle, que j'appelle ici θ de façon assez générale. Voilà. Cette probabilité, on peut en principe la calculer pour n'importe quelle configuration particulière du modèle. Et donc, ce qui va nous intéresser en bayésien, c'est pas forcément de chercher uniquement la configuration la plus probable, c'est plutôt d'essayer d'échantillonner les configurations de paramètres en fonction de leur probabilité. Et pour faire ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des méthodes de Monte-Carlo, qui consistent simplement à faire une exploration aléatoire dans l'espace de toutes les topologies d'arbres possibles, ou de toutes les configurations de paramètres du modèle possible. Donc imaginez qu'au cours de cette marche aléatoire dans l'espace des arbres, à un moment donné, vous êtes sur un arbre particulier, que j'ai montré en haut ici, et vous proposez voilà, juste un réarrangement local des branches de la phylogénie, et vous recalculez la probabilité de la nouvelle configuration. Et si la nouvelle configuration est plus probable sachant les données, vous l'acceptez. Et alors, c'est là où le Bayésien Monte-Carlo a ce petit truc particulier, c'est que si elle est moins probable, vous pouvez quand même malgré tout l'accepter de temps en temps. Donc c'est pas juste une optimisation. En particulier, par exemple, si elle est 2 fois moins probable, vous avez une chance sur 2 de l'accepter. Si elle est 10 fois moins probable, vous avez une chance sur 10 de l'accepter. Donc vous pouvez quand même accepter des solutions qui sont un petit peu moins probables, et elles vont être présentes de temps en temps dans votre échantillon final. Donc ça, vous faites ça en réagençant la topologie, mais également, vous avez des mouvements de Monte-Carlo où vous pouvez travailler sur la même topologie, mais vous changez juste la valeur d'un paramètre. Par exemple, le taux de transition-transversion que je mentionnais tout à l'heure.
Et donc, si vous faites ça, vous partez d'une configuration. Là, ce que je vous montre, en fait, c'est l'évolution du log de la probabilité des données, sachant les paramètres au fur et à mesure de cette marche aléatoire. Sachant que j'ai démarré tout au départ d'une configuration complètement random qui a aucune chance de correspondre à ce que les données veulent. Donc, on a une très faible probabilité. Et donc, quand on fait cette marche aléatoire qui est biaisée, parce qu'elle accepte toujours quand ça améliore, mais elle accepte que de temps en temps quand ça empire, du coup, vous voyez qu'elle a très vite tendance à trouver et à explorer peu à peu des topologies de plus en plus vraisemblables. Et il y a un moment, ça finit par se stabiliser. Hein. Donc, chacun des points que vous voyez sur ce graphe ici, chacun des points ici correspond à une configuration de paramètres détaillés, une topologie, des longueurs de branche, des valeurs pour tous les paramètres. Et on enregistre tout ça au cours du temps. Et à la fin, une fois qu'on a cet échantillon, qu'on a retiré la première partie qui correspond juste à la convergence, et bien finalement la collection de valeurs qu'on a à travers cet échantillon représente, si vous voulez, une sorte d'estimateur populationnel. Ça représente un ensemble typique de topologies qui sont raisonnables au vu des données que l'on a entre les mains et sachant les hypothèses qui sont en fait incarnées par le modèle probabiliste qu'on a construit. Et donc, si maintenant ce qui nous intéresse c'est la phylogénie, eh bien, on peut prendre tous les arbres qui ont été échantillonnés pendant ces Monte-Carlo et faire juste leur consensus, comme on le voit ici à droite, avec des valeurs de support qui sont simplement les fréquences avec lesquelles on a vu les groupes dans l'échantillon. Inversement, si ce qui nous intéresse, c'est par exemple la valeur du paramètre transition-transversion, eh ben, on n'a qu'à faire l'histogramme de toutes les valeurs qui ont été échantillonnées au cours du Monte-Carlo. Et là, il y a un point qui est important peut-être à comprendre, c'est que, par exemple, là, je vois que j'ai 60% pour mettre poisson avec les tétrapodes. Hein. Donc, ça veut dire que j'ai une probabilité, je dis, a posteriori de 60% que ce groupe soit monophylétique. Mais, en fait, ça veut dire que je l'ai vu donc 60% du temps à travers tous mes arbres. Mais tous ces arbres, par ailleurs, ils diffèrent peut-être, chacun d'entre eux a peut-être une phylogénie un petit peu différente de l'autre côté, par rapport à l'escargot, la mouche, l'île et tout ça. Et chacun de ces arbres également est accompagné de valeurs de paramètres, par exemple le taux de transition-transversion, qui sont un petit peu différentes. Donc ça veut dire que chacune des inférences que je suis en train d'avoir là sur cet arbre-là, quelque part, elle a moyenné l'incertitude sur tout le reste. Et donc elle est beaucoup plus robuste. Elle a en quelque sorte diversifié son portefeuille sur l'ensemble des choses qui ne sont pas forcément directement ce qui nous intéresse. Ce que j'essaie de vous faire comprendre là, c'est que cette manière de fonctionner comme ça, de regarder des moyennes après coup sur une population de configuration de modèles relativement acceptable, c'est une manière d'avoir des inférences un petit peu plus robustes et d'éviter d'overfitter. Et ça permet à l'inférence bayésienne potentiellement de pouvoir utiliser des modèles qui sont un peu plus riches, plus complexes, plus riches en paramètres, sans forcément que ça pose de gros problèmes. En tout cas, de problèmes statistiques. Après, évidemment, ça veut dire que computationnellement, ça sera plus lourd. Voilà, donc, juste pour un petit peu résumer, hein, les points essentiels, c'est que d'abord, se faire un modèle, ça je l'ai peut-être pas dit, mais l'avantage de travailler avec un modèle, c'est que vraiment on rend explicite l'ensemble des hypothèses qu'on est en train de faire au sujet du processus évolutif. Et qu'à partir de là, on a des méthodes de Monte-Carlo qui nous permettent d'échantillonner sous la distribution a posteriori sous le modèle, et dans un deuxième temps, on peut faire une inférence en faisant des moyennes sur l'échantillon, ce qu'on appelle marginalisation. Et là, alors je vous ai montré des modèles simples, mais on peut faire des modèles relativement compliqués. Et donc depuis maintenant, je dirais début 2000, fin 90, il y a eu un nombre croissant d'applications de l'inférence bayésienne dans beaucoup de domaines des sciences, mais en particulier en phylogénie, pour reconstruire évidemment la phylogénie elle-même, pour estimer les temps de divergence, pour estimer les processus de spéciation-extinction, pour comprendre l'évolution des traits, comme les temps de génération, les traits d'histoire de vie, et puis essayer d'intégrer toutes ces dimensions-là dans un seul modèle. C'est-à-dire qu'après tout, toutes ces choses-là, elles ont lieu en même temps, et le côté modulaire et hiérarchique de l'inférence bayésienne permet de construire des modèles qui peuvent avoir différentes couches qui représentent le processus spéciation-extinction, le processus d'évolution des traits le long de l'arbre qui en résulte, le processus d'évolution des séquences le long de cet arbre également, et ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir comme ça plusieurs couches, et après un Monte-Carlo suffisamment puissant pour vous permettre d'estimer les paramètres. Alors tout ça veut dire également beaucoup de travail de programmation, qui est assez lourd, et actuellement il y a une tendance qui se développe, qui est assez intéressante, qui consiste à essayer de se dire, puisque l'inférence bayésienne est modulaire, proposons un langage de programmation générique dans lequel des utilisateurs qui ne seraient pas eux-mêmes versés ni en statistique, ni en programmation lourde, parce que je peux vous dire que c'est beaucoup de travail pour arriver à implémenter ces choses-là, puissent, un petit peu comme dans R, si vous voulez,
déclarer simplement un modèle avec ses différentes couches, et qu'ensuite le Monte Carlo se fasse de façon automatique. Donc il y a des choses qui se font depuis un petit moment. Bugs, JAG, c'est des choses qui se font en statistique générale pour faire des modèles de régression linéaire. RefBase, c'est quelque chose qui essaie de faire la même chose pour la phylogénie. Donc ça, c'est des développements qui sont très intéressants, bon, qui demandent encore un petit peu de travail pour pouvoir être utilisés à grande échelle, mais qui marchent déjà relativement bien sur des jeux de données de taille raisonnablement petite. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte général. Maintenant je reviens un petit peu sur cette question de l'adéquation des modèles d'évolution basés sur des acides aminés et des problèmes d'artefacts en phylogénie. Donc en partant d'un modèle classique comme celui-ci, qui sont un petit peu les modèles standards, hein, donc une matrice qui représente les taux de remplacement entre acides aminés, dont on suppose qu'elle est valide à travers toutes les positions de l'alignement. Alors, une petite expérience que j'ai faite il y a déjà quelques temps, maintenant, en 2007. Donc, une phylogénie de métazoaires. Donc, vous voyez ici, en particulier, vous avez les nématodes et les arthropodes qui sont ensemble, groupe frère des deutérostomiens, comprenant en particulier les vertébrés. Et donc, on a comme groupe extérieur les champignons et puis les choanoflagellés, qui sont plus proches unicellulaires des animaux, et les cnidaires, les méduses, les polypes. Voilà, donc on a là une phylogénie qui est estimée avec un modèle comme celui que je vous montrais juste avant, hein, modèle standard, et on a un résultat qui est donc congruent avec ce qu'on savait à l'époque. Maintenant, je m'amuse juste à retirer les deux groupes les plus proches des animaux et à ne garder que le groupe extérieur le plus lointain, donc les champignons, et je refais la même analyse. Enfin, je fais l'analyse avec le même modèle d'évolution, et cette fois-ci, ce que j'obtiens, c'est une phylogénie assez différente, qui met les nématodes à la base du groupe deutérostomien plus arthropodes, qui correspond en fait à la phylogénie qu'on croyait être vraie jusqu'à peu près 1996 ou 97, au moment où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était peut-être un artefact. Et donc là, vous voyez vraiment, ce qu'on a, c'est un changement de topologie. On utilise le même modèle sur le même jeu de données, mais c'est juste qu'on a enlevé une partie des données et on obtient des résultats qui sont mutuellement contradictoires. Donc clairement, il y a un problème et les deux sont avec un support statistique très élevé. Donc c'est vraiment quelque chose. Le modèle dit je suis sûr que c'est ça, et puis après il me dit je suis sûr que c'est autre chose. Et ça se contredit mutuellement. Alors ça, c'est un problème qui est assez bien caractérisé en phylogénie, hein. Et qui est d'abord lié au fait que, vous voyez, on travaille avec un échantillon taxonomique assez riche, ce qui nous permet éventuellement de détecter des substitutions multiples, et puis finalement on enlève certains groupes, et on garde uniquement ceux qui sont en gras là sur le côté gauche, et en fait il y a toute une série de substitutions multiples là qui ne sont plus coupées, si vous voulez, par des branches intermédiaires. Et donc du coup, ça veut dire que éventuellement on peut vite croire que les deux espèces qui ont un G là au bout à droite, en fait sont plus proches parentes, parce qu'elles ont le même état. Alors qu'en réalité, c'est une convergence. Et donc ça, en fait, c'est quelque chose qui arrive assez typiquement, là, quand on a un groupe comme les nématodes qui évolue vite, et qu'on a par ailleurs un groupe extérieur qui est distant, et que tous les autres branches sont très très petites, et ben, en fait, statistiquement, quand on verra le même état chez les nématodes et chez... Enfin, en tout cas, je veux dire, ça sera plus facile de voir le même état chez nématodes et champignons, par le fait d'évolution convergente, que de voir, par chance, que de voir un état qui soit vraiment un caractère dérivé partagé entre nématodes et arthropodes, tellement la branche est petite à la base de ce groupe-là. Et finalement, tout conspire, il y a une asymétrie ici, tout conspire à ce que on ait tendance à estimer un support statistique fort pour une topologie qui est fausse. Et donc, inversement, ce que ça veut dire, c'est que c'est critique, dans cette situation-là, d'avoir un modèle qui est capable de correctement anticiper la probabilité d'avoir le même état chez deux espèces différentes uniquement pour des raisons de convergence. C'est vraiment ça qui est crucial. Je vois le même acide aminé chez le nématode, chez la levure. C'est quoi la probabilité que ce soit une convergence ou une réversion plutôt qu'un caractère dérivé partagé? Et n'importe quelle méthode qui va sous-estimer la probabilité de convergence va fatalement tomber dans le piège qui est ici. Donc c'est critique d'avoir de bons modèles pour ça. Et alors, un point crucial par rapport à ça, si on est dans un contexte d'acide aminé, c'est que quand on regarde la manière dont évolue typiquement un site conservé à l'intérieur d'une région qu'on a pu aligner à l'échelle de l'ensemble des métazoaires, donc forcément une région qui est restée dans un état biochimique relativement stable, une conformation qui n'a pas bougé, sinon on n'aurait pas pu l'aligner de toute façon.
Typiquement, vous voyez, là, on a une région, un site qui n'a fait que substituer entre D et E tout le temps. En fait, il est sous sélection purificatrice très forte pour une contrainte biochimique bien spécifique et il bouge pas. Il reste toujours à l'intérieur de ce petit ensemble d'acides aminés. Mais ça, c'est assez crucial parce que si, inversement, on a tendance à modéliser le fait que chaque position peut accepter à long terme n'importe quel acide aminé, et ben du coup, ça veut dire qu'on s'attend à avoir beaucoup d'acides aminés différents aux feuilles. Et donc, si on voit deux espèces qui ont le même acide aminé, on se dit, il y a une chance sur 20 qu'elle l'ait pour des raisons de convergence. Alors qu'en réalité, c'est une chance sur 2, une fois qu'on a compris que, de toute façon, cette position, même au bout de 500 ou 800 millions d'années, elle n'accepte que des E. Et donc ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est crucial, vraiment, d'avoir un modèle qui va dire explicitement chaque position possède un profil de préférence pour acide aminé qui est qui est arbitraire, qui peut être très spécifique, ça dépend de la contrainte sélective. Voilà. Et vraiment de prendre ça explicitement en compte. Donc ça, vraiment, c'est un peu le truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé à partir de 2004. Essayer de développer toute la machinerie Monte-Carlo bayésienne pour faire des modèles qui font ça. Alors, sachant que, en pratique, on ne connaît pas quels sont les acides aminés qui ont quelle fitness en quelle position, et donc on est obligé de considérer tous ces profils-là à travers site comme des variables aléatoires. Et plus encore, on ne connaît même pas la distribution des profils qu'on pourrait avoir à travers les séquences naturelles. Donc il faut estimer tout ça sur les données. Donc ça, ce que ça veut dire d'abord, c'est qu'il faut des données suffisamment longues, il faut avoir beaucoup de sites alignés chez beaucoup d'espèces pour pouvoir apprendre la distribution des profils d'acides aminés naturellement observés à travers les séquences biologiques. Et puis, il faut correctement intégrer l'incertitude en chaque position, pour laquelle on a une information quand même assez limitée, puisqu'on a juste une seule colonne à partir de laquelle il faut essayer d'avoir une bonne idée du profil d'acide aminé, mais aussi de l'incertitude à son sujet. Et donc voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques du modèle, mais l'essentiel, c'est d'utiliser des méthodes qu'on appelle non paramétriques. On peut appeler ça aussi des modèles de partition aléatoire, qui vont finalement faire un Monte-Carlo qui va essayer toutes les manières de partitionner les colonnes de l'alignement en un nombre arbitraire de catégories, et d'essayer de faire en sorte que chacune de ces catégories partage le même profil. Donc ça, c'est une manière un petit peu indirecte, statistiquement, de faire en sorte que l'ensemble des colonnes de l'alignement partagent une information globale, en leur permettant à chacune de voter, est-ce que je préfère être avec celle-ci, avec celle-là, et peu à peu, ça va comme ça dessiner si vous voulez, la diversité des patterns biochimiques qui sont naturellement présents. Voilà. Et donc ça, en Monte-Carlo, ce que ça veut dire, c'est que à tout moment, on est dans une configuration de mélange bien définie, et on va par exemple prendre un profil au hasard dans le mélange, on va changer, et puis on va recalculer la probabilité concernant toutes les positions qui sont allouées à ce profil-là. On va prendre une position au hasard, on va réessayer de l'allouer aux différents profils disponibles, plus un nouveau profil qu'on peut tirer pour l'occasion. Voilà, et on fait tous ces changements-là. Et donc, quand on fait ça pendant un grand nombre de fois, au bout du compte, chaque position va visiter différents profils, éventuellement alloués à différents clusters. Et en moyenne, chaque position va avoir un certain profil de préférence qui est dessiné en dessous ici. Donc, chaque position ici, ce que je montre avec des hauteurs de lettres colorées, c'est simplement son profil moyen a posteriori, de préférence acide aminé. Et donc, la phylogénie est calculée en même temps que ce profil de préférence. Et donc, ce modèle-là, pour faire court, si on l'utilise maintenant dans le cas que je vous ai montré tout à l'heure, du coup, là, on a une beaucoup plus grande robustesse de la reconstruction phylogénétique. C'est-à-dire que même quand on a enlevé les groupes extérieurs les plus proches, on continue à avoir l'arbre qui donne nématodes et arthropodes ensemble à l'exclusion des deutérostomes. Donc, ce qui est un bon signe que la méthode, en tout cas, est consistante avec elle. Et par ailleurs, il y a des arguments de fit de modèle qui montrent que ce modèle est plus raisonnable sur le plan, en tout cas, un meilleur fit statistique. Et par ailleurs, décrit mieux, entre autres, les spécificités positionnelles. C'est-à-dire que les modèles classiques ont tendance à prédire des alignements qui ont beaucoup trop de diversité d'acides aminés par site, comparé à ce que ce modèle prédit une fois qu'on l'a fité sur les données. Voilà, alors de façon assez intéressante, si je reviens sur le cas des cténophores que je vous montrais tout au début, donc l'article de 2017, donc je vous montre en haut la phylogénie qu'on obtenait, donc les éponges groupes frères de l'ensemble des autres animaux comprenant les cténophores. Et si maintenant j'analyse ce jeu de données-là avec les modèles classiques qui n'ont qu'une seule matrice pour tous les sites,
Là, ce que j'obtiens, c'est les cténophores qui sont groupe frères de tous les autres. Donc là, c'est un signe assez fort qu'en fait, là, on a quelque chose qui est exactement comme ce qu'on voyait avec le nématode tout à l'heure. On a un artefact d'attraction des longs branches. Les cténophores évoluent vite et accumulent des substitutions multiples. Et si on sous-estime la probabilité des convergences, on retrouve les cténophores groupe frères de l'ensemble des autres. En tout cas, c'est l'interprétation qu'on aurait tendance à en avoir à la lumière de tous ces arguments et à la lumière d'un certain nombre d'analyses statistiques complémentaires. Alors, c'est toujours une controverse, je dirais, c'est pas encore totalement clair. J'aurais tendance à dire que là, on a maintenant des arguments assez forts pour dire que le support statistique fort pour cténophores, groupe frère des autres animaux, c'était vraiment un artefact. De là à dire qu'on sait où sont les cténophores aujourd'hui, c'est pas évident. Donc là, actuellement, ce qu'on a, c'est plutôt un support relativement modéré pour des positions alternatives, mais sans avoir de certitude. Voilà, donc pour résumer cette deuxième partie, voilà, essentiellement, il y a des effets positionnels très forts qui impliquent des probabilités de convergence très élevées et qu'il faut absolument prendre en compte si on veut reconstruire les phylogénies correctement. Essentiellement. Et qu'en l'occurrence, l'hypothèse cténo-sister serait un artefact typiquement dû au fait qu'on a ignoré ça dans les premières analyses qui en ont été faites. Et j'ai pas dit, mais bon, il y avait des expériences de simulation. Je peux simuler dans une topologie où c'est les éponges qui sont groupe frères, et sous un modèle avec des acides aminés spécifiques en chaque site, et ensuite analyser ça avec les modèles classiques, et retrouver cténophore groupe frère, donc un artefact reproduit dans la simulation. Alors je sais que c'est pas ça l'arbre que j'ai utilisé pour faire la simulation. Voilà, donc juste une autre analyse qui a été faite, parce qu'il y a encore le même problème qui se pose, une nouvelle controverse sur un nouveau groupe avec des vers qui sont assez mystérieux par ailleurs, les xénacellomorphes. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour en profiter pour dire, vous voyez, c'est des jeux de données qui sont quand même assez gros, et encore on voudrait faire plus gros que ça, parce que là, les problèmes qui nous restent en phylogénie sont assez difficiles, donc il faut beaucoup de données pour analyser, pour essayer de trouver la réponse. Et là, c'est des jeux de données qui sont trop gros pour pouvoir appliquer directement sur les 350 000 positions alignées le modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ce que les gens font plutôt, c'est des répliques de jackknife. Donc ils font des partitions aléatoires de 50 000 à 100 000 positions alignées et ils appliquent le modèle sur chacune d'entre eux. Mais même ça prend des semaines par partition, c'est parallélisé et au bout du compte, ça représente plusieurs millions d'heures de calcul pour calculer cette phylogénie-là. Ce qui est... Donc voilà, on peut comprendre que des gens voudraient des modèles qui soient plus rapides à utiliser, quitte à ce que ça donne pas forcément les bons résultats. Et puis par ailleurs, sur un plan, j'ai envie de dire, ne serait-ce qu'écologique, c'est juste inacceptable, si c'est juste cette question-là, d'utiliser des millions d'heures de calcul. Donc vraiment, la perspective aujourd'hui, ça serait d'essayer d'avoir maintenant des modèles qui seraient peut-être un peu plus approximatifs, mais qui garderaient l'essentiel de ce phénomène-là, et qui permettent d'estimer correctement des phylogénies. En particulier des méthodes approchées, ce qu'on appelle l'approximation variationnelle, voilà, ou la vraisemblance pénalisée. Donc ça, c'est des choses que j'explore aussi un petit peu de mon côté, mais il y a des gens maintenant dans la communauté de la phylogénie qui essayent vraiment... Le message est passé, si vous voulez, il faut vraiment prendre en compte ces choses-là. Et ça s'avère assez redoutable sur le plan statistique de les modéliser correctement. Mais maintenant, il faut quelque chose d'efficace. Aidez-nous à trouver quelque chose d'efficace. C'est vraiment ça le message qu'on peut entendre de la part de beaucoup de phylogénéticiens. Pour pouvoir maintenant faire des analyses à l'échelle des génomes. Alors, un autre point, pour terminer un petit peu sur quelque chose qui sort un peu de la phylogénie en tant que telle. Jusque-là, je vous ai montré donc des analyses qui sont faites directement sur les séquences en acides aminés, et donc du coup qui ignorent le fait qu'en dessous, ce qui évolue vraiment, c'est des séquences codantes, et que ça se fait par substitution ponctuelle, généralement sur un seul nucléotide à la fois, avec des substitutions qui sont à la fois synonymes et non synonymes. Et en passant, il y a aussi des petites subtilités. Par exemple, si vous comparez la leucine qui a 6 codons et l'isoleucine, qui en a 3, en fait, si vous avez la même fitness pour ces deux acides aminés, en une position donnée, eh bien, vous vous attendrez pas à avoir la même fréquence. Ça va dépendre aussi des biais mutationnels vers AT, vers GC, mais en l'occurrence, si vraiment vous avez un processus uniforme en ATGC, vous aurez 2 fois plus de leucine que d'isoleucine à cause de cet effet combinatoire mutationnel. Et par ailleurs, par exemple, lysine, arginine ont des codons qui sont AT riches ou GC riches. Donc, en fonction du biais mutationnel,
vous avez des augmentations, diminutions de fréquence des acides aminés qui ne sont pas forcément le reflet de la sélection, qui sont vraiment plus un arbitrage, mutation-sélection et dérive génétique. Et donc, tout ce que j'essaye de vous dire là, c'est que ça peut valoir la peine maintenant d'essayer de reprendre la modélisation que je vous ai montrée jusqu'à présent, mais de la reprendre au niveau des séquences codantes elles-mêmes, et vraiment d'essayer d'articuler toutes ces idées-là, qui sont en fait des idées de génétique des populations, et d'essayer de rentrer ces idées-là dans le modèle lui-même. Alors, de façon assez simple, ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit une substitution le long d'un arbre, là, on la représente comme un événement atomique, instantané, mais en réalité, cette branche de la phylogénie, c'est une population. Et dans cette population, il y a du polymorphisme, et en particulier, à un moment, il y a une mutation qui est apparue qui s'est fixée dans la population. Et donc finalement, le taux de substitution qu'on voit le long des phylogénies, si on veut formaliser correctement ça, le taux de substitution entre ATT et ATG, là, en fait, c'est le taux de mutation de T vers G fois la probabilité de fixation de cette mutation. Et la probabilité de fixation, on la connaît, elle dépend de la taille de la population, la taille efficace NE, mais elle dépend aussi de la fitness des acides aminés initiales et finales. Donc en fait, si on a un paysage de fitness sur l'ensemble des acides aminés, on peut prédire à quelle vitesse on va faire des substitutions synonymes. Et donc l'idée finalement, c'est de faire un peu le même modèle que ce que je vous montrais avant, mais juste sur la base de cette paramétrisation-là. Donc c'est ce qu'on appelle des mutations, des modèles mutation-sélection ou des modèles mécanistes, hein, et qui vont finalement prendre en entrée l'alignement de séquences codantes, éventuellement estimer la phylogénie, mais en même temps vont estimer séparément la matrice des biais mutationnels et la matrice des effets sélectifs. Donc ça, on commence à l'utiliser maintenant, ça nous permet, si vous voulez, d'estimer les forces évolutives qui sont derrière les variations génétiques qu'on observe entre espèces. Et donc finalement d'apprendre quelque chose sur les paysages de fitness et sur les biais mutationnels ou d'autres biais. Alors, une des applications de ça, c'est que donc ce modèle, une fois qu'on l'a fité, ce modèle fait des hypothèses assez fortes en passant. Hein. Il fait l'hypothèse que toutes les positions de l'alignement sont indépendantes les unes des autres, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'épistasie dans la fitness en chaque position, ce qui est discutable. Et par ailleurs, il fait l'hypothèse aussi que la protéine se trouve finalement à l'équilibre, en train de fluctuer, mutation, sélection, sous un paysage de fitness qui bouge pas. Donc elle est tranquillement en train de faire un petit peu de bruit thermique, si vous voulez, au cours de l'évolution, et de faire des petites substitutions conservatives en chaque position. Alors ce modèle, du coup, il implique que ce qu'on appelle le DNDS, donc le rapport des substitutions non synonymes sur synonymes, est relativement faible, plus petit que 1. Alors, ce qu'on s'est amusé à faire avec un étudiant qui travaille en thèse avec moi actuellement, c'est de regarder pour toute une série de protéines, là il y en a 1000, le DNDS qu'implique ce modèle. Donc c'est ce que j'ai mis en axe des X, enfin c'est ce que Thibaut a mis en axe des X, donc on appelle oméga 0. C'est le DNDS que le modèle prédit pour cette protéine, une fois qu'il a été fité sur les protéines. Et en axe des Y, ce qu'on a, c'est le DNDS qu'on calcule directement sur l'alignement avec des modèles à codon classiques. Et donc pour beaucoup de protéines, on voit que ça fit assez bien. Donc finalement, le modèle mutation-sélection à l'équilibre, il décrit assez bien ce qui se passe pour ces protéines-là, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça marche pas. Et assez systématiquement, en fait, c'est des protéines qui semblent évoluer trop vite par rapport à ce qu'on attendrait si on supposait qu'elles étaient à l'équilibre sous un paysage de fitness, un paysage adaptatif stable. Alors ça, la manière dont on a envie d'interpréter, c'est en termes de reine rouge évolutive. Hein, là, je vous montre un exemple un peu imaginaire où on aurait une protéine. Donc là, en l'occurrence, c'est une protéine qui est réellement impliquée dans une interaction avec un virus. Et dans la région d'interaction, comme il y a une course aux armements entre le virus et l'autre, cette position se trouve à un moment sous un paysage de fitness qui favorise arginine, glutamine, et puis le virus fait un changement, et du coup maintenant il faut mettre un acide aminé négativement chargé, et puis le virus bouge encore, alors maintenant il faut mettre un acide aminé plutôt positivement chargé, et ainsi de suite. Donc on est en permanence en train de devoir suivre un optimum adaptatif qui bouge au cours du temps, et donc forcément on évolue plus vite que ce qu'on attendrait si le paysage bougeait pas. C'est comme ça qu'on interprète ça, mais du coup, ça veut dire qu'on a une méthode, par rejet du modèle nul, si vous voulez, une méthode pour détecter la sélection positive, enfin la reine rouge évolutive pouvant agir sur certaines protéines. Et donc du coup, là, ce qu'on a commencé à faire, c'est essayer de faire une méthode, alors, qui va appliquer ce modèle-ci sur chacune des protéines pour laquelle on a des séquences homologues à travers un groupe d'espèces. Donc ici, on va regarder sur les mammifères.
Et par ailleurs, ce qu'on a voulu faire, c'était analyser l'ensemble des protéines directement, simultanément, à l'échelle de l'ensemble de l'exome. Alors pourquoi ça? Parce que ça nous permet, comme ça, de pouvoir estimer globalement à travers l'ensemble des protéines les paramètres du modèle qui sont partagés, en particulier la phylogénie, les longueurs de branches et des choses comme ça. Et ensuite, chaque gène a ses propres déviations par rapport à l'hypothèse nulle, et puis par ailleurs, chaque gène possède son propre distribution à travers site de préférence d'acide aminé. Donc c'est sûr que c'est des modèles qui sont du coup assez lourds, mais qu'on peut en fait développer assez simplement en utilisant des approches par parallélisation MPI. Et donc ça, c'est un travail qu'a fait un ingénieur de recherche, Vincent Lanor, et qu'on a pu appliquer sur une base de données qui a été produite à Montpellier par l'ISEM, Orthomam, donc, qui rassemble maintenant plus de 100 mammifères, donc les exomes, si vous voulez, l'ensemble des séquences orthologues que l'on peut trouver à travers les séquences codantes, enfin, en tout cas les génomes complets de plus d'une centaine de mammifères. Donc là, 90 placentaires, parce qu'on s'est restreint aux placentaires, et on a à peu près 15 000 séquences codantes qu'on a analysées directement en parallèle en utilisant les fermes de calcul du CINES, donc en parallélisant sur 1000 cœurs pendant pendant une journée à 5 jours. Donc c'est du calcul intensif, clairement, mais du coup, on a une analyse qui est faite d'emblée sur l'ensemble de l'exome. Et donc, en l'occurrence, on trouve quelque chose comme 3000 gènes sous sélection positive. À partir de là, on peut faire des analyses d'enrichissement, gene ontology, assez classiques. Ce qu'on trouve, qui est plutôt rassurant, c'est qu'on trouve énormément de gènes qui ont l'air d'être impliqués dans l'immunité, dans les relations avec les pathogènes. Ainsi de suite. On trouve aussi des gènes qui sont impliqués dans la reconnaissance, donc sperme-œuf, qui sont connus aussi pour être des questions de règles rouges. Et puis, de façon un peu plus intrigante, et de façon assez spécifique, c'est-à-dire que les modèles classiques pour détecter la sélection positive ne trouvent pas les deux que j'ai marqués en italique ici. Et en particulier, cette catégorie ici, des gènes qui sont codés dans le noyau, mais qui vont travailler dans la mitochondrie. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qui, dans la littérature, est connu depuis un petit moment. Donc, le fait que, à la fois, les complexes ribosomiques, mais aussi les sous-unités de la chaîne respiratoire dans les mitochondries, sont en fait des chimères, avec des protéines qui sont codées dans la mitochondrie et des protéines qui sont codées dans le noyau mais qui sont importées dans la mitochondrie. Elles travaillent ensemble. Et en fait, il s'avère que dans la mitochondrie, le taux de mutation est élevé, qu'il n'y a pas de recombinaison, et donc il y a beaucoup plus de mutations délétères qui s'accumulent dans les mitochondries. Et donc il y a potentiellement un phénomène ici où les protéines qui sont codées dans la mitochondrie passent leur temps à accumuler des mutations délétères, et du coup, les protéines du noyau qui travaillent avec elles sont obligées de faire des mutations compensatoires pour améliorer la situation. On a un petit peu un conflit par, si vous voulez, négligence de l'un des deux partenaires, si vous voulez, sur le bien commun. Et du coup, ça induit du côté du noyau quelque chose qui ressemble à la sélection positive. Voilà, donc les conclusions, l'inférence bayésienne, c'est quelque chose qui offre pas mal de flexibilité en termes de conception de modèles probabilistes. En l'occurrence, donc appliqué au fait de prendre en compte les modulations le long de la séquence codante des préférences en acide aminé. Et là, voilà, avec des perspectives vers les modèles à codons. Voilà, donc pas mal de gens que je voudrais remercier sur les analyses phylogénétiques, mais aussi sur les modèles à codons et sur le développement logiciel. Et donc en particulier, là actuellement, on commence à aller vers des logiciels qui sont un petit peu plus génériques. On espère pouvoir justement développer ce que je vous ai montré juste à la fin, donc des logiciels qui permettent comme ça de faire des analyses multigènes avec une catégorie de modèles relativement large que l'utilisateur puisse spécifier de façon assez rapide. Voilà, et merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez des questions. Merci. Merci pour cette présentation. Je voulais juste te demander comment tu prenais en compte la variabilité génétique intra-espèce et combien de génomes sont pris dans chacun de ces arbres. Alors pour l'instant, on la prend pas en compte. Donc elle est relativement mineure au sens où
par exemple, on a une position sur 100 ou une position sur 1000 qui serait éventuellement, une position sur 100 à peu près qui serait polymorphe au niveau non synonyme. Cela dit, voilà, justement, Thibaut, l'étudiant en thèse dont je vous parlais tout à l'heure, est en train de regarder ça, c'est-à-dire en train d'essayer de rajouter aux feuilles de l'arbre, finalement, le fait que on a échantillonné non pas un seul individu, mais, enfin, non pas un seul variant génétique, mais soit un individu diploïde, soit même 3 ou 10 individus. Et du coup, d'essayer de prédire, sachant l'état fixé et sachant les préférences d'acides aminés, c'est quoi la fréquence allélique, c'est quoi le spectre de fréquence allélique dans la population et c'est quoi la probabilité d'observer ça. Et ça, c'est très intéressant à prendre en compte parce que ça veut dire qu'on peut éventuellement faire la différence entre les biais mutationnels qui s'expriment dans le polymorphisme et les biais de fixation qui s'expriment à longue durée. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation des données que vous faites, parce que vous travaillez sur les exomes, mais est-ce qu'il y a une raison particulière pour exclure les parties non codantes du génome enfin, on trouve de plus en plus d'éléments conservés dans ces parties non codantes qui pourraient être pertinents, mais je voudrais savoir pourquoi. Oui, en fait, la raison essentielle, c'est vraiment chercher sous le lampadaire, parce que c'est plus facile de cette façon-là. Essentiellement, c'est parce que on a besoin quand même d'avoir de la profondeur évolutive. Là, je travaille à l'échelle des placentaires, par exemple, pour pouvoir estimer correctement les spectres sélectifs en chaque position. Et du coup, ça veut dire qu'il faut pouvoir aligner à l'échelle des placentaires. Le problème des séquences non codantes, c'est que elles sont difficiles à aligner forcément à grande échelle. Je sais qu'il y a des séquences conservées qu'on peut quand même aligner à cette échelle-là, mais elles sont peut-être plus difficiles à capter. Maintenant, c'est pas impossible en principe. Moi, j'ai jamais regardé ça après, mais ça pourrait être intéressant. Bonjour. Dans la définition de votre matrice de probabilité, en particulier sur l'usage préférentiel de certains codons, on sait que ceux-ci dépendent d'une part du GC% du génome, donc ceux-ci varient en fonction des espèces. D'autre part, du niveau d'expression de la protéine. Et du coup, est-ce qu'on peut calculer, enfin prévoir une matrice générale pour un... Alors, je vois bien gène par gène, mais si vous faites ça sur plusieurs gènes en même temps au niveau de votre exome, comment est-ce que vous tenez compte de ces probabilités qui vont nécessairement être... On sait qu'elles sont différentes en fonction, de... Oui, ben justement, ça c'est un développement qui nous intéresse en ce moment. Donc, la première chose, c'est que sur les mammifères placentaires, l'usage sélectif des codons est quelque chose d'assez faible, donc on a pu se permettre de l'ignorer jusqu'à présent. En tout cas, par rapport aux nématodes, à la drosophile ou à la vue, c'est quelque chose qui est assez présent. Maintenant, on a envie de l'introduire, mais on veut l'introduire directement dans les équations de génétique des populations. Et vraiment mettre ici un facteur sélectif associé à l'usage préférentiel de tel codon plutôt que tel autre. Et il y a des modèles qui existent pour faire ça, il suffit de l'intégrer ici. D'une part, et d'autre part, puisqu'on est en train de travailler dans des modèles qui sont maintenant multigènes, avec différentes couches, eh bien, assez logiquement, on mettrait les biais mutationnels au niveau exome-wide, genome-wide. On suppose que tout le monde est sous le même biais mutationnel, mais que par contre, chaque gène a son niveau d'expression. Et donc, du coup, on a la possibilité de faire en sorte que, et si on a des données de niveau d'expression, on peut aussi les donner au modèle pour qu'ils les prennent en compte pour faire ça. Donc, en fait, on a vraiment cette idée maintenant d'informer le modèle et de faire en sorte que les gènes fortement exprimés vont automatiquement anticiper des biais d'usage du codon qui seront plus forts. Ouais. Oui, mais ouais, nous on était partis pour faire directement en version multigène, donc avec des effets de gènes et des effets globaux. Il y a aussi le dernier groupe de gènes que vous n'avez pas adressé, de Red Queen Genes. Et est-ce que ces gènes, vous pouvez un petit peu développer dessus, et aussi, est-ce que les gènes dans ce groupe en général, Red Queen, est-ce qu'ils sont exprimés d'une manière tissu spécifique ou est-ce qu'ils sont ubiquitaires? Par exemple, chez l'humain. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Donc, les gènes
les red queen genes, c'est donc ceux qu'on trouve sous sélection positive. C'est ça. Ok. Et donc la question, c'est de savoir si finalement, est-ce qu'ils sont exprimés de façon plus Oui, je comprends qu'il y a le premier groupe, c'est les gènes liés à le système immunitaire, et voilà, donc ça c'est compréhensible, mais vous n'avez pas développé sur la dernière groupe de ces gènes. Et je me demande parce que c'était exosome. Voilà. Ouais. Pour moi, c'est un mystère pour l'instant. Et je sais pas d'ailleurs, parce qu'après, bon, on se méfie toujours des éventuels effets confondants. Est-ce que c'est des gènes qui ont des profils biochimiques un peu différents? Exosomes, a priori, ils sont pas du tout dans le même milieu que dans le cytosol. Donc, ils vont peut-être avoir beaucoup plus de ponts disulfure, ou je sais pas. Est-ce que du coup, ça crée des artefacts? Parce qu'on estime quand même de façon très fine les paysages adaptatifs. Alors voilà, je savais pas trop ce qu'il en était personnellement. À creuser définitivement, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas clair.